Je dirais que le couple se trouve dans son année la plus difficile. C'est la chronique d'un mariage annoncé qui a failli tourner au divorce. Matra s'appelle maintenant Siemens. Un mariage arrangé peut se transformer en mariage d'amour. Il a fallu des années pour que l'époux entre enfin dans la chambre nuptiale. Il faut la gérer intelligemment. La gare de Braunschweig, en Allemagne. Ces deux managers se rendent au siège de leur entreprise mère, une entreprise allemande. Il y a un an, la société française Matra Transport a été reprise par le géant allemand Siemens. Aujourd'hui, managers allemands et français se rencontrent pour préparer l'avenir de cette fusion. La journée commence par le tour du propriétaire. Nous devrions accorder plus de poids au transport de proximité et faire en sorte qu'il soit plus présent, y compris pour les métros français. Il reste encore de la place. Oui, nous pouvons peut-être construire des métros et nous pourrions remplacer ce fauteuil jaune par un blanc. Ce serait très symbolique. Moi, je crois beaucoup au succès de cette fusion. Je pense qu'elle est indispensable pour cette entreprise. Nous sommes une entreprise de 600 personnes dans un groupe de 440 000. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Il est nécessaire pour cette entreprise que nous réussissions. Ils ont été les premiers à construire des systèmes de transport de proximité totalement automatisés. Ceci a fait toute leur réputation, mais il n'est pas si facile de réussir à la garder chez Siemens. Naturellement, ce serait très intéressant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. L'argument clé de cette fusion, grâce au métro français totalement automatisé, Siemens pourrait défendre sa position de leader sur le marché mondial. Les transports de proximité représentent un marché en forte progression et une bataille à l'échelle mondiale. Depuis longtemps, il ne suffit plus de construire des trains. Il faut également développer une technologie de pointe permettant de se déplacer rapidement et en toute sécurité. Les Français ont un train d'avance sur les Allemands. Mais dans le cadre de cette fusion, cela ne va pas sans poser certains problèmes, car pour Siemens, l'héritage est plutôt lourd à porter. Il ne s'agit pas d'un mariage d'amour, on ne se fait aucune illusion. Et dès le début, il y a eu des difficultés. Nous en sommes à la deuxième ou troisième tentative. Nous avons le nom de Siemens et nous avons des actionnaires allemands. Au début, on s'en est à peine rendu compte. Alors on s'est dit, ok, on a un nom allemand, mais un cerveau français. Et ça, on peut faire avec. Nous voici dans une propriété aux portes de Paris. C'est ici qu'a lieu la consultation conjugale pour l'union entre Matra et Siemens. Victor Wölk est à la tête du projet de fusion To Become. Avec deux sociétés et deux cultures, il a pour mission de construire une seule entreprise. Pour ce faire, il s'est assuré l'aide d'un conseiller interculturel. Joren Peter Breuer est un spécialiste en matière de fusion franco-allemande. Tous deux ont un an pour qu'enfin Français et Allemands parviennent à se comprendre. L'Allemand qui vient assister à une réunion en France avec un objectif à atteindre et qui reprend l'avion à 7 heures commence à être nerveux sur les coups de 4 heures. Du coup, les Français se disent « c'est bien un Allemand, un vrai rouleau compresseur qui n'a qu'une idée, en finir avec ce qui l'intéresse ». Alors les Français disent « d'accord, finissons-en ». Et au bout du compte, ils font quelque chose de tout à fait différent. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des tableaux peints par des managers et des ingénieurs qui baignent dans le franco-allemand, donc dans les coopérations franco-allemandes. Sur ce tableau, ce sont donc des Allemands qui ont peint leur vécu des Français dans le monde des affaires. Alors ce qu'on voit en plein milieu, c'est évidemment le PDG, donc, qui, de droit divin sur son nuage, est au centre de tout et qui décide tout. Et qui dirige le chaos, en fait, un peu. Donc, le chaos qu'on représente ici, donc ça c'est le côté incompréhensible, mais les résultats sont là, mais on ne comprend pas comment ils s'y prennent. Oui, comment est-ce qu'un TGV peut sortir de ce chaos-là? Ça, c'est incompréhensible dans la perception allemande. Donc là, contrairement à toute l'émotion qui est représentée sur le tableau des Allemands, quand on représente des Allemands vus côté français, là c'est clair, net, cadré, rigide. Donc c'est un grand classique d'ailleurs de commencer par faire un tableau quand on peint les Allemands par un cadre. Souvent il est noir, bon là il est vert, ça représente l'écologie. Mais on sent bien le côté, aucune marge de manœuvre, tout est prévu, tout est cadré et quelque part c'est une sensation de camisole de force pour les Français. Alors on voit très nettement l'émotion ici,
beaucoup d'émotions, beaucoup. Et là, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus donc cadré. L'organisation allemande et le chaos français. Nous enquêtons sur le site de Montrouge, à Paris, ainsi qu'à Braunschweig. Qu'est-ce qui est typiquement allemand? Qu'est-ce qui est typiquement français? L'ordre parfait en Allemagne et le chaos créatif en France. C'est un problème lorsqu'il ne suffit plus d'évoluer chacun dans son coin, mais qu'il faut travailler main dans la main. À Braunschweig, nous rencontrons Michel Rubio-Nevado. Il est le premier ingénieur français venu travailler chez Siemens. Il revient de France et a rapporté des gâteaux à ses nouveaux collègues. Ils sont français? Tu devrais visiter la Bretagne. Ok, tu en ramèneras quand tu repasseras. Mais tout le monde se remet très vite au travail. Car en Allemagne, le travail passe avant tout le reste. Ayant traversé la frontière, Michel connaît les différences entre travailleurs français et allemands. Ja, französische Weihnacht. La méthode pas à pas et la méthode zigzag, qu'on appelle aussi le lièvre et la tortue. Le pas à pas, ça vient bien de cette volonté de n'avancer que lorsque tout le monde est d'accord et qu'un consensus, qu'un accord commun a été trouvé. Ce qui veut dire qu'on avance moins vite, mais que chaque pas fait va servir. Chaque nouveau pas sert, et on ne revient jamais sur ses pas, et on ne va jamais à droite, et on ne va jamais à gauche. En France, on va plutôt avoir tendance à foncer sur quelque chose beaucoup plus vite et à s'apercevoir c'était pas la bonne solution. Là, j'ai la bonne solution. Globalement, on va aller à peu près à la même vitesse, mais on va dépenser beaucoup plus d'énergie. Par contre, c'est vrai que la méthode pas à pas, c'est un peu que lorsqu'on parcourt un chemin qui est dessiné par terre, on parcourt le chemin et des fois, on ne voit pas des choses très très jolies qui sont cachées derrière un arbre à gauche ou à droite. Nicolas Hellary est le deuxième franco-allemand de Braunschweig. Il y a 4 ans, il est passé du service marketing parisien à celui de Siemens. Il a su trouver un terrain d'entente avec ses collègues allemands. J'ai eu une conversation intéressante avec un collègue allemand. Nous avions un projet à élaborer et nous avons discuté de la procédure, une chose à laquelle les Allemands tiennent tout particulièrement. J'ai fait une proposition très logique, mais également très générale. Il nous a fallu beaucoup de temps et un travail fou pour préciser les contours de cette idée. D'après mon collègue, cela ne suffisait pas et il fallait affiner davantage. Et comme nous nous comprenions très bien et que nous avions toujours le même problème pour établir la procédure, il a gentiment appelé ça le fourbi français. Alors maintenant, nous commençons toujours par le fourbi français et après on passe au concept allemand. La rencontre entre les directions françaises et allemandes a commencé. Dans le secteur du management de haut niveau, on a l'habitude de composer avec les cultures différentes. Et pourtant, les barrières interculturelles sont toujours bien présentes. Nos collègues ont parfois le sentiment qu'il y a une remise en question par les Français de certains points de discussion à la fin d'un thème. On a travaillé pendant des semaines, voire des mois sur un thème. Et nos collègues allemands peuvent considérer que ce qu'ils appellent le volte-face stratégique est un élément déterminant du comportement français. Ça ne me semble pas être le cas. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent qu'un Français ne valide une position que lorsqu'il en a compris les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'il a véritablement compris l'ensemble des problèmes qui constituaient les éléments de solution. Et à ce moment-là, bon, il valide ou ne valide pas. Alors qu'effectivement, nos collègues allemands, partant par habitude, par méthode de travail, l'habitude de valider pas à pas. Et ça peut créer de profondes tensions entre les uns et les autres, parce qu'ils ne comprennent pas, ils perçoivent comme
une filouterie, on va dire, une filouterie à la française. Joren Peter Breuer a rendez-vous avec des ingénieurs de Paris et de Braunschweig. Il veut que Français et Allemands prennent conscience des différences entre leurs méthodes de travail. Chez JPB, nous tentons toujours d'atteindre ce que nous appelons une fusion mentale, afin d'être dans sa tête une seule et unique entreprise. Tant que ce n'est pas le cas, vous resterez les ingénieurs de Braunschweig et les ingénieurs de Montrouge. L'objectif de cet exercice, les ingénieurs doivent apprendre à gérer les malentendus avec leurs nouveaux collègues. Comment une équipe allemande et une équipe française appréhendent-elles un projet? Nous avons inventé un exercice très simple. Il s'agit de construire une tour. Le client, moi en l'occurrence, vous demande de construire la tour la plus haute possible. Mais la tour doit mesurer au minimum 100 cm. Vous avez exactement 100 planchettes à votre disposition et 20 minutes à partir de maintenant. Elles font 8 mm d'épaisseur. 8 mm de hauteur. Et là, 12. 12. Enfin, 11,9. Si on empile comme ça, 2,3, 2,4. On atteint presque 1 mètre en s'y prenant comme ça. Non, il ne faut pas se rapprocher très vite. On est obligé d'en mettre 6. On est obligé de partir comme ça. Oui, après, oui, je pense plutôt en haut, ce sera plus facile. Si jamais ça doit s'écrouler. Il faut savoir si on veut de la quantité ou de la qualité. Et Siemens prône la qualité. Donc la tour doit aussi avoir une certaine stabilité. Je pense que nous devons faire attention à la stabilité. En plus, on risque de la heurter. Cela signifie que la base doit être stable. On fera à la fin. À la fin, oui. Quand on, dans les 3 dernières minutes. On n'optimise pas. Il faut peut-être écarter. Même là, on peut commencer à écarter, effectivement. Donc une forme un peu tour Eiffel. Ça tue. On va mettre un comme ça. On va laisser vite. Si, c'est bon, ça va bien, ça. De retour en région parisienne, Joren Peter Breuer explique à Victor Völk le mode de pensée des Français et le problème que cela pose aux Allemands. Prenons un exemple. Il est 8 h du matin, nous sommes à un carrefour. Le feu est rouge. Les parents du petit Jean-Pierre lui disent « Regarde Jean-Pierre, le feu est rouge. En principe, il ne faut pas passer. Il faut attendre 10, 15 secondes. Une éternité pour un Français, et surtout pour un Parisien. Et que se passe-t-il? D'un seul coup, la mère ou le père dit « Allez, exceptionnellement, on passe. On est déjà trop en retard. » Quelle leçon en tire le petit Jean-Pierre? Qu'il existe des règles à respecter en principe. Mais en cas de situation d'urgence, comme un retard trop important, il faut savoir agir de manière intelligente. Et c'est justement ça qui est intéressant. Pour un enfant ou un adulte allemand, ces règles symbolisent la sécurité, parce qu'il part du principe que tout le monde les respecte. En France, les règles sont des indices que tout le monde doit respecter en principe. Mais pour ne pas se contenter d'être bête et discipliné, il faut évaluer la situation. Faut-il se plier aux règles ou bien peut-on les contourner? Et dans le management français, c'est une qualité très importante. Face à des collaborateurs qui se contentent de s'en tenir toujours aux règles, un patron français dira qu'ils n'ont pas d'envergure. L'avenir est imprévisible. C'est l'un des principes fondamentaux en France. On ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. C'est pourquoi il faut des personnes capables de faire leurs preuves dans le chaos le plus total. En Allemagne, le raisonnement est totalement inverse. On se dit, l'avenir sera exactement comme vous l'imaginez si vous prenez le temps de planifier les choses correctement. Il faut faire une liste, et lorsque vous pensez avoir toutes les données en main, vous pouvez vous lancer. Il faut garder 10 minutes pour la construction de la tour, en cas d'effondrement. À Paris, un effondrement ne trouble personne. Mais soudain, les ingénieurs se trouvent confrontés à un problème inattendu. Le client arrive. Il émet un souhait tout particulier. Sur cette tour, il veut remplacer 4 bûchettes blanches par 4 bûchettes bleues. Et ce, à un niveau de 40 à 45 cm. Et en même temps, il veut que ça aille plus vite, en 15 minutes.
Aucun problème. Plus que 5 minutes. Entre 40 et 45 40 et 45, tu veux serrer ça? Voilà. Est-ce qu'on sait serrer ça ensemble? 40 à 45 cm, c'est ici, à ce niveau. Alors que les ingénieurs allemands jouent la carte de la sécurité et défont quelques étages, à Paris, on joue le tout pour le tout. Faut enlever cette barre. Attends, vas-y, soulève un peu. Ok. Ça veut lui coûter cher au client. C'est un client classique. Hein. Je te dis pas la clem qu'on va lui mettre là. Entre 40 et 45. Ça ne veut pas dire que ça doit être à 40 cm pile. Il faut mesurer. Il faut regarder des deux côtés. Je crois qu'on devrait accélérer un peu. Il vous reste exactement 3 minutes et 10 secondes. Le facteur temps. Un problème de taille entre Allemands et Français. Les uns arrivent tôt au bureau, les autres beaucoup plus tard. C'est pourquoi ils se croisent peu. Les heures de travail et de pause sont trop éloignées les unes des autres. Et alors que les premiers Allemands quittent le travail de bonne heure, à Paris, on continue de travailler jusque tard dans la soirée. Pour moi, Feierabend, ça traduit bien cette séparation qu'il y a entre le travail et la vie privée. Il y a un moment pour le travail et un moment pour la vie privée, qui peut conduire à une sortie avec des collègues. Mais la sortie avec des collègues, c'est dans le moment vie privée. On n'hésite pas à s'inviter à la maison, à dépasser le cadre professionnel pour en faire un mix professionnel et non professionnel, et privé. Donc ça, c'est extrêmement important, ce que ne fait pas le français. Le français est très protecteur de sa vie privée. Du point de vue d'un Français, les Allemands redeviennent humains, plus émotifs. Ils boivent de la bière ensemble, ils échangent beaucoup de choses, même des choses très personnelles. Mais cela se passe après le travail. À Paris, la journée est encore loin d'être terminée. Bien qu'officiellement la langue de travail de la fusion soit l'anglais, il est impératif d'avoir des notions d'allemand pour être embauché. Les difficultés de langue constituent très vite des barrières. Je l'ai aussi remarqué avec l'anglais. En France et en Allemagne, beaucoup de gens parlent très bien anglais, mais le contraire existe aussi. Beaucoup de gens ne parlent pas très bien l'anglais. Cela engendre certaines difficultés. Et évidemment, quand on sait qu'en France, il y a au moins une personne qui parle allemand, cela règle le problème. Alors on fait appel à moi, quel que soit le sujet. Les gens savent qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne voulus pas. Qu'est-ce qu'on dit? Gern. Ah, sehr gern. Vous êtes d'accord les autres? Les parlements avaient le temps. Ont le temps. Ont le temps. Oh, das ist leicht. Mein Büro ist klein. Oh nein. Napoléon à Waterloo, hein, à Waterloo. Et qu'est-ce qu'il y a aussi, la défaite c'est... Nein, nicht. C'est le sprint final dans la compétition entre les deux équipes. Il reste 1 minute. Tiens les chaises, je tiens la chaise. Il ne faut pas tout faire en même temps. Posez ça sur le côté. Non, directement dessus. C'est bien. Ça va. Laisse-le faire. Donc vous êtes sûr de pouvoir battre les Allemands avec cette tour? Oh, sûr, vraiment, les Allemands sont très forts, hein, mais bon, ils vont faire pareil. Ah non, on n'a pas dit ça. Ils vont faire pareil. On essaye? Ouais, moi, à moins que... Ouais, allez, non plus. Allez, voilà. Allez, on arrête là. Laisse, enlève-en un, il nous restera 2 cm. C'est ce que j'allais dire, la qualité. Si nous en enlevons un seul de là-haut, nous avons 1 cm de plus. Willy, laisse. Non, c'est trop incliné là-haut, elle va s'écrouler. Bien. Est-ce que c'est cool? Fertig? Un 20, en mettant un 20. 120. La tour mesure 1,43 m.
ce qui signifie que l'équipe allemande a gagné. Super. Bon, alors je vous propose juste, asseyez-vous juste un instant à faire un point. Les Français sont créatifs. C'est ainsi que nous les voyons et c'est ainsi qu'ils se voient. Ils se disent, nous pouvons réaliser des choses que les autres n'arrivent pas à faire. De leur côté, les Allemands ont sans doute une meilleure mise en pratique, une fois qu'ils ont planifié les choses. Ils mènent le projet à son terme et cela fonctionne très bien. Le sens de l'innovation, de la création, combiné à une bonne mise en pratique. Je suis convaincu que c'est une excellente combinaison. Mettre à profit les forces de chacun, tel est l'objectif. Mais quelles en sont les faiblesses et qui sont les perdants? Hans-Jörg Hess est à la tête de la filiale Rail Automation du groupe Siemens. C'est lui qui porte toute la responsabilité de la fusion. Les Français ne cessent de me répéter qu'ils ont une peur panique d'être écrasés par ce rouleau compresseur, d'être réduits à néant. On le sent dans toutes les discussions, même en ce moment. D'un seul coup, la question est posée. Comment va se dérouler cette jonction de produits d'organisation commerciale? Comment cela va-t-il vraiment se passer? Comment ces deux entreprises vont-elles réussir à ne faire qu'un? De deux entreprises, n'en faire qu'une. Pour cela, chacun doit prendre sur soi et être capable de renoncer au pouvoir, même à des niveaux très élevés. Il y avait deux patrons à la tête de Braunschweig et deux autres à Montrouge. Du coup, on s'est demandé, et maintenant, qui fait quoi? Évidemment, les Allemands ont dit, il ne peut y avoir qu'un seul chef pour ce genre d'organisation. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, sans toutefois décider si ce serait un Français ou un Allemand. L'Allemand pensait qu'il s'agirait de lui, et le Français, toujours avide de pouvoir, était également persuadé qu'il serait choisi. En février, les dernières discussions ont eu lieu. J'ai clairement dit qu'il n'y aurait qu'un seul directeur, un Allemand. Les Allemands ont approuvé, mais les Français ont dit « Non, ça ne marchera pas ». J'ai alors eu une conversation avec les deux Français et ils m'ont fait la proposition suivante, diriger cette entreprise à 4. Alors je leur ai dit « Mais que se passera-t-il lorsqu'il faudra prendre des décisions ?» Pour moi, c'était complètement fou. Ils m'ont dit qu'au contraire, c'était beaucoup plus simple, que s'ils pouvaient s'unir, il n'y aurait pas de problème. Au moindre souci, si certaines choses ne pouvaient être réglées, ils seraient 4 pour y réfléchir. J'ai trouvé cette proposition formidable et elle a été retenue. C'est donc un comité composé de 4 personnes qui prend les décisions. L'avenir de la fusion est donc entre les mains des managers et dépend de leur entente. Bon, nos collègues allemands pensent qu'ils détiennent la vérité. Ça, c'est le mauvais côté allemand ou le mauvais côté chez Siemens. Je ne sais pas si c'est valable partout en Allemagne. En tout cas, ils pensent véritablement détenir la vérité et veulent imposer cette vérité au reste du monde. D'expérience, je peux dire qu'un partenaire de négociation français est peut-être plus attiré par la victoire qu'un partenaire allemand. Cela pose parfois quelques problèmes. En Allemagne, le mot pouvoir est tabou. En France, c'est un terme tout à fait anodin, voire même une qualité. Un patron français dira « j'ai le pouvoir ». Mais pour moi, le partenariat est un mal nécessaire. Je n'envisage le partenariat que parce que je n'ai plus d'autre choix. C'est la fin de la journée. Sur le marché de Noël de Braunschweig, les managers se détendent autour d'un vin chaud. Les décisions ont été prises. Les Allemands ont toujours besoin d'alcool pour se détendre. En France, on boit aussi du vin chaud, mais à la montagne, quand on va skier. Mais c'est dangereux parce qu'il faut redescendre après. La réunion de la direction touche à sa fin. Une chose est sûre pour tout le monde, c'est le début de la mise à l'épreuve pour la fusion. Nous arrivons à un moment crucial. Tout le monde va se trouver lésé, mais il faut faire en sorte que personne ne se fasse arnaquer. C'est très important, sinon il risque d'y avoir du ressentiment. Et certains auront forcément l'impression d'être roulés dans la farine.
Et si ce sentiment demeure, cela se répercutera sur plusieurs générations dans l'entreprise. Étant donné que nous nous trouvons dans cette phase décisive, notre confiance à tous est quelque peu ébranlée. Mais si tout fonctionne, dans 50 ans, il y a de grandes chances pour que nous fêtions les noces d'or de la fusion. J'en suis persuadé. Mais si nous ne surmontons pas les 6 à 12 prochains mois, cela risque de mal se passer. Dernier vol pour Paris. Les managers français rentrent chez eux. D'ici une année, on saura si la fusion est une réussite ou pas.